Bonjour et bienvenue à T, l'émission qui raconte toutes les transformations comme la revue T que nous avons lancée à la Tribune en octobre 2020, donc l'année dernière. T a la particularité de traiter un seul et unique thème par numéro que nous décryptons bien évidemment en fonction de l'actualité et de l'ère du temps. Le prochain numéro qui sera demain dans tous les kiosques, en tous les cas chez tous vos marchands de presse, est consacré à l'engagement. Qu'est-ce que s'engager aujourd'hui? Pourquoi on s'engage? Comment? Avec qui? C'est une vaste question à laquelle nous allons débattre aujourd'hui avec deux invités qui sont deux personnalités engagées, militantes aussi, chacun de votre côté. Alors, Olivia Grégoire, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable, c'est important. Thierry Marx, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes chef doublement étoilé au mandarin oriental, mais pas que, puisque vous êtes également un entrepreneur engagé et on va en reparler bien évidemment avec vous. Olivia Grégoire, j'aimerais démarrer ce débat avec vous puisque nous sommes là aussi pour parler des territoires et vous nous avez fait l'aimable gentillesse, je ne sais pas si je puis dire comme ça, mais en tous les cas j'étais ravie de compter sur vous pour pouvoir être l'invité du supplément que nous consacrons au numéro qui sort demain dans la revue sur les territoires. Les territoires nous inspirent, nous à la Tribune nous sommes très engagés sur toutes les régions et c'était l'occasion de pouvoir développer peut-être que l'ESS serait un nouveau modèle de relance, en tous les cas, possible. Alors l'ESS, quand on parle de l'ESS, évidemment, on parle coopérative, on parle mutuelle, on parle fondation, en tous les cas, des structures dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Est-ce que, d'une certaine manière, on pourrait parler d'une économie de l'engagement, surtout quand on considère que le secteur à lui seul représente 10% du produit intérieur brut, ce qui n'est franchement pas rien. Déjà, merci, parce que c'est assez rare pour être souligné. Vous avez parfaitement défini l'économie sociale et solidaire. Une économie qui a une particularité, c'est que ça fait à peu près 2 siècles qu'elle existe dans notre pays. La France est un grand pays de l'économie sociale et solidaire. Je vais y revenir dans 2 minutes. Et il n'y a pas un jour sans qu'on me demande ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Il m'arrive donc de me dire que ma fonction au sein du gouvernement est utile, faire connaître une économie qui porte 10%, un peu plus, de notre produit intérieur brut et qui rassemble des millions, puisqu'on peut le dire, de salariés, 2 millions de salariés au moins. C'est une économie qui a 3 caractéristiques, vous l'avez dit, et je souhaite les rappeler. C'est d'abord une économie qui a un principe de lucrativité limitée. Pour le dire simplement, le profit n'est pas l'alpha et l'oméga d'une structure d'économie sociale et solidaire. C'est aussi une économie qui partage la valeur. Lorsqu'on gagne de l'argent, quand on a une coopérative, lorsqu'on fait des bénéfices, quand on a une fondation, on les reverse, on investit à l'intérieur de la structure ou, le cas échéant, on le partage avec ses salariés par la participation, l'intéressement ou bien l'actionnariat salarié. Et enfin, c'est une économie dont la gouvernance est transparente, démocratique. Vous avez parlé des coopératives, c'est le fameux principe un homme, une femme, puisqu'on est désormais nombreuses, un homme, une voix. Ça veut dire que les salariés des coopératives, par exemple, ont leur mot à dire sur l'évolution, le chemin que parcourt une coopérative, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. 3 principes au cœur d'une économie qui est une économie des territoires. On ne le dit pas assez souvent, mais nous avons en France, notamment en Bretagne, j'y étais encore vendredi, des terres extrêmement fertiles et inspirantes pour toute l'Europe de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une tradition économie sociale dans notre pays. C'est à la fin du XVIIIe siècle, pardonnez-moi le recours à l'histoire, mais c'est quand même important, c'est en 1791 que la loi Le Chapelier a créé les premières organisations qui vont se rapprocher presque des organisations ESS. C'est aussi à cette époque que des agriculteurs se rassemblent pour faire un pot commun et mettre au pot pour se protéger l'un l'autre en cas de souci, de santé, en cas de décès. C'est ce qui va précéder quelque part les mutuelles. Et nous avons depuis, tout au long du 19e et aussi du 20e siècle, connu un peu de culture là encore, avec Marc Saunier, avec le courant du sillon,
avec les JOC et les JAC, les jeunesses ouvrières chrétiennes, les jeunesses agricoles chrétiennes, dans les années 50 notamment. Nous avons connu le développement d'une grosse tendance d'économie sociale en France. C'est pour ça que la France a raison de faire confiance aux acteurs de l'économie sociale et solidaire qui pourraient représenter plus dans les années à venir. C'est l'objet de ce que je porte, les faire passer à l'échelle, comme on le dit au niveau économique, qu'ils puissent mieux se financer pour grandir et représenter plus dans les années à venir. D'ailleurs, on l'observe depuis la crise sanitaire que nous subissons depuis plus d'1 an maintenant, on observe quand même un certain nombre de personnes, sociétés civiles, entreprises, dirigeants, qui ont besoin de s'engager davantage, puisqu'on est là aussi pour parler d'engagement et d'action. Est-ce que d'une certaine façon, on pourrait dire que l'économie sociale et solidaire, c'est un levier pour la relance économique, c'est une économie qui peut annoncer une économie d'après-crise en réalité? C'est une économie des valeurs, là où le capitalisme, jusqu'aux années 2010 et parfois même jusqu'à aujourd'hui, a été une économie de la valeur lucrative, du profit. C'est une économie qui place en avant autant la valeur humaine, les valeurs de partage, que la valeur lucrative. C'est définitivement une économie de l'engagement. Vous avez totalement raison. Moi, je dis parfois, c'est une économie de l'altérité. Que vous soyez une coopérative, que vous soyez une mutuelle, que vous soyez une association, vous passez votre temps à aider, accompagner les autres. Et d'ailleurs, on remarque que nombre des structures d'ESS, notamment des associations, n'ont pas fait appel aux aides d'urgence de l'État, aux fonds de solidarité, etc. Pourquoi ? Parce que très souvent, elles sont concentrées sur les autres et elles donnent 100% de leur temps et de leurs ressources aux autres. Et donc, c'est un peu comme nous, les humains. Quand tu t'occupes beaucoup des autres, tu t'occupes moins de toi-même. C'est une économie de l'engagement, c'est une économie des valeurs, c'est une économie de l'altérité, c'est une économie qui est en train de démontrer, avec des acteurs jeunes qui arrivent sur le marché, ils sont en train de démontrer une révolution. Nous n'aurons plus, et je le crois, je suis engagé sur cette voie, c'est ma conviction, nous n'aurons plus, en tout cas de moins en moins, à arbitrer entre le rentable et le durable. Et aujourd'hui, nous avons des acteurs de l'ESS que j'ai en tête, avec lesquels j'étais sur votre plateau il y a quelques mois, qui démontrent qu'on peut élever des fonds et faire du partage, et être rentable, et aider des associations. Et aujourd'hui, ces acteurs-là ne sont pas des acteurs qui ne font aucun bénéfice, qui ne font aucun résultat économique. Ils font de la rentabilité et ils font de l'utilité. Je crois que c'est important parce que l'engagement, il faut aussi, et pardonnez-moi d'être un peu prosaïque, il faut aussi parfois le financer. Et tout mon discours, moi, et mon travail à l'endroit des acteurs de l'ESS, c'est de leur dire, faites-vous confiance, vous portez en vous les ferments, les valeurs de ce que je crois que l'après-crise appellera de ses voeux. Du sens, de l'engagement en faveur du collectif. On voit les limites de l'individualité forcenée qu'on connaît depuis des décennies d'un capitalisme qui n'est pas encadré, entouré, et qu'on laisse faire. Il y a dans cette économie les ferments, je crois, de ce qui pourrait être au cœur de notre relance, et c'est pas pour rien qu'on y a mis plus d'1 milliard d'euros au sein du plan de relance, façon de dire à cette économie sociale et solidaire, ayez les moyens de vos ambitions, ça n'est pas un gros mot, l'ambition, surtout quand l'ambition, comme c'est le cas avec les structures de l'ESS, c'est d'aider et d'accompagner les autres. Et c'est vraiment une économie engagée. Et il y a une chose qui me touche, parce que je me déplace chaque semaine pour aller les voir, et je suis sûr que Thierry Marx en a déjà croisé, et je suis sûr que ça résonnera chez lui. C'est une économie de l'autre, c'est une économie de la débrouille. C'est une économie qui ne se plaint pas. C'est une économie qui, par des bouts de ficelle, se débrouille. Raison de plus pour les aider encore plus en matière de financement d'État. Depuis des années, cette économie, avec du relationnel, avec des bonnes idées, avec de l'audace, met en place des choses. À nous, aujourd'hui, de les soutenir et de les encourager. C'est vraiment une économie spécifique qui, si on la soutient bien, peut porter 20, allez, soyons fous, peut-être 30% du PIB dans les années qui viennent. Mais soyons ambitieux, en tous les cas, sur ce terrain-là. Vous le dites vous-même, vous passez beaucoup de temps à rencontrer tous ces acteurs de l'économie sociale et solidaire. Vous allez beaucoup sur le terrain, vous allez beaucoup dans les territoires. Et vous nous dites, dans l'interview que vous nous avez accordée, en tous les cas à César Armand, notre journaliste, que l'économie sociale et solidaire, c'est tout sauf un truc de Parisien. Ce que j'ai adoré parce que effectivement, il se passe des choses extraordinaires dans les territoires et on évoquait aussi la possibilité de développer les tiers-lieux
qui sont des lieux absolument incroyables. Et c'est l'occasion pour moi de poser cette question à Thierry parce que avant d'entrer en plateau, on parlait de ces lieux un petit peu hybrides, justement, que vous défendez, vous souhaitez les développer. Thierry, vous êtes donc un entrepreneur engagé, un cuisinier, un créateur de saveurs engagé. Vous avez créé des écoles il y a déjà quelques temps, Cuisine Mode d'Emploi. Sur un créneau tout à fait particulier puisque vous ne vous intéressez pas à l'histoire finalement, au passé des personnes qui se présentent. C'est une école gratuite mais à leur projet parce que sans projet on n'avance pas. Et aujourd'hui l'école, eh bien, c'est 90% de retour à l'emploi. On est en plein cœur de l'économie sociale et solidaire. J'aimerais qu'on évoque ça avec vous parce qu'aujourd'hui cette école elle s'est développée sur tout le territoire. Elle est itinérante. Oui, il y a 9 écoles fixes en France et il y a des écoles itinérantes pour aller toucher de plus près le milieu rural qui est des fois aussi impacté que les quartiers politiques de la ville. Moi, je bois ces paroles sur l'économie dite sociale. Je vois pas pourquoi l'économie serait sociale. L'économie devrait être sociale. Et pour synthétiser ce que j'ai entendu, je me dis, mais finalement, de quoi on parle? On parle de croissance en conscience. On ne parle pas de régression, on ne parle pas d'une économie au rabais. On pense que la fraternité, ce n'est pas de porter l'autre, mais c'est d'aider l'autre à s'épanouir. Donc pour qu'il s'épanouisse, il faut qu'il ait un projet. Et d'un projet personnel, on en fait un projet collectif. Et c'est toute la magie de cette économie sociale et de nos écoles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on remet des personnes, peu importe le parcours, éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi, en précarité, des accidents de parcours beaucoup plus durs, et on remet les personnes en face d'un projet professionnel. Et avec ce projet professionnel, nous les accompagnons pendant 12 semaines, et c'est 92% de retour à l'emploi. Donc ça veut dire que c'est significatif, ça veut dire que c'est cette notion du projet qui va les animer. Et puis il y a quand même, depuis 10 ans, 7% de création d'entreprises. Pour des personnes qui se croyaient assignées à un quartier, à une extraction sociale, eh bien elles se disent, mais pourquoi pas moi? Pourquoi je ne serais pas entrepreneur? Et finalement, comme on a diffusé un certain nombre de valeurs dans leur formation, eh bien, elles se dirigent vers l'économie sociale, en considérant que l'économie sociale n'est pas une économie au rabais. Et plus on va diffuser, vous savez, on a parlé des tiers-lieux, ça m'amuse beaucoup parce que j'adore les tiers-lieux, parce que j'ai une stratégie qu'on appelle la stratégie du sachet de thé. Et on diffuse. On diffuse, et puis au moment où ça risque de devenir amer, on retire le sachet, et puis on remet, et puis on diffuse. Et dans ces tiers-lieux, finalement, où on peut recevoir tout le monde, il n'y a pas à cliver quoi que ce soit, eh bien, on peut diffuser sur cette économie dite sociale. Mais encore une fois, j'entends que l'économie devrait être sociale et d'avoir une croissance en conscience. Et dans nos écoles, eh bien, c'est un petit peu ce que nous réalisons. Et aujourd'hui, nous avons ce maillage des territoires qui nous intéresse beaucoup parce qu'on croit aussi que les économies vont redémarrer à plat. C'est formidable d'avoir Paris, Toulouse, Marseille, Bordeaux, tout ça c'est formidable, mais après les territoires, il faut vraiment venir impacter là et puis développer de façon beaucoup plus symbiotique et de recréer des tissus économiques dans ces terroirs et dans ces territoires. Donc c'est la preuve en réalité, parce qu'on a beaucoup parlé de l'éviction d'Emmanuel Faber de chez Danone, c'est la preuve en réalité que l'économie sociale et solidaire n'est pas opposée à toute rentabilité. On oppose souvent malheureusement économie sociale et profit, alors que c'est un discours finalement qui n'aurait pas lieu d'être, si je vous entends bien tous les deux. Je crois qu'on assiste à cette révolution. Je ne sais pas si c'était autant le cas, je vais vous dire, il y a 3 ans, par exemple. Je crois que c'est en train de se passer sous nos yeux. Et comme souvent, la finance apporte un éclairage en loupe assez intéressant. Il y a 3-4 ans, je pense que Thierry Marx le sait, il y avait d'ailleurs un papier économique il y a quelques jours sur ce sujet, les investisseurs s'intéressaient assez peu à l'alimentation durable. Allez, on va dire il y a 5 ans, quand vous alliez avec un projet d'économie circulaire, de transition écologique, on vous prenait pour un utopiste engagé, sympathique, mais de là à y mettre des millions d'investissements, etc., il ne fallait pas exagérer. Moi, je vois, devant mes yeux depuis 1 an, et en réalité depuis 4 ans, depuis que je me suis engagé en politique, je vois ce qui était du domaine du « ou » devenir du domaine du « et ». Et pourquoi? Moi, je ne me leurre pas, j'essaye d'être assez lucide. Les financiers, les investisseurs n'ont pas changé. Ils ne sont pas devenus magiquement philanthropes. En réalité, pourquoi ils investissent? Ils investissent parce qu'ils ont compris
que les planètes sont en train de s'aligner et que les choses sont en train de bouger. Le citoyen consommateur qui se régale chez Thierry Marx, c'est aussi un lecteur, c'est un citoyen, c'est un électeur, c'est un épargnant, c'est un salarié. Quand il va aujourd'hui voir son banquier et qu'il veut orienter son épargne, je veux dire, même si j'ai accompagné ce mouvement avec la loi Pacte, je ne l'ai pas inventé. Les Français ne m'ont pas attendu et les épargnants encore moins. Qu'est-ce que je remarque ? Je remarque qu'entre 2018 et 2019, l'investissement des Français dans l'épargne, quand ils vont voir leur banquier, en faveur de ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable, il a fait x5. Il est passé de 5 milliards à 25 milliards. Je remarque que l'investissement dans les greenfin, dans les actifs de finance verte, il a été multiplié par 2, et dans les actifs de finance solidaire, par 3. Et autant j'aime bien quand j'ai fait des choses et que j'y suis pour quelque chose, dire que j'y suis pour quelque chose, mais là, voyez-vous, j'avais même pas fait voter la loi Pacte et je n'y suis absolument pour rien. Ça veut dire quoi? C'est vrai que les épargnants n'ont pas attendu, ont certainement pas attendu le gouvernement pour dire, nous, on a fait de l'épargne de précaution pendant longtemps. Et bien maintenant, nous, on veut faire de l'épargne de conviction. Je veux aller mettre des sous, je veux savoir à qui ça sert. Je veux par exemple aller financer des écoles pour que des gamins qui ont eu un accident de parcours retrouvent un job. Et je veux, vous savez quoi, monsieur le banquier? En même temps de l'utilité et en même temps un peu de rentabilité. Je n'ai plus à choisir où, j'ai plus à choisir. Et tout est en train de s'aligner, et ça va de plus en plus s'aligner dans les années qui viennent, puisque dès la semaine prochaine, l'Europe va publier, et je ne vais pas être trop longue parce que c'est un peu technique, mais vous risquez de m'en entendre parler pendant plusieurs mois, va lancer sa directive de l'extra-financier. Tout ça est un langage un peu barbare, technocrate. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, aujourd'hui, une entreprise est juste analysée sur sa performance financière. Dans les 3 ans qui viennent, l'Europe, mais les États-Unis aussi, je vous rassure, vont publier ce qu'on appelle de l'ESG. Ils vont dire aux entreprises, il va falloir que vous nous disiez au plan environnemental, social et de gouvernance ce que vous faites. Et ça va faire quoi? Ça va faire que dans les 5 ans qui viennent, vous avez des boîtes françaises qui, pour certaines, ne sont pas responsables au plan de la pratique environnementale ou sociale, qui, par exemple, ne pratiquent aucunement le partage de la valeur, qui ne forment en rien leurs salariés, qui n'ont pas de diversité, qui seront mal notées en matière de performance extra-financière. Qu'est-ce que ça va entraîner? Elles n'arriveront plus à se financer auprès d'investisseurs. Tant qu'on n'a pas touché ce moment-là, je sais que c'est parfois dur en politique de l'admettre, mais tant qu'on reste en surface et qu'on n'embarque pas la finance et les investisseurs, ça reste de la surface. Ce que je vois, moi, sous mes yeux, à Bercy, et ce qui est pour moi une fantastique nouvelle, c'est que les investisseurs, les banques, les gestionnaires d'actifs, ils viennent me voir, pas pour mes beaux yeux, du tout. Ils viennent me voir parce qu'ils ont compris quoi? Que les épargnants leur demandaient ces produits-là. Et c'est là qu'elle est en train de se passer, la révolution. J'aime beaucoup croissance en conscience, et je me dis que vous avez une finesse des mots au-delà de la finesse du reste qu'on connaît. J'aime beaucoup cette expression parce que ça n'est pas de la décroissance, c'est une autre croissance, une croissance nouvelle. Et là où Thierry Marx a totalement raison. D'ailleurs, Tocqueville, si vous me permettez, le disait avant vous, faire économie, c'est faire société. On a oublié ça. On a l'impression que tu as le social d'un côté, l'environnemental et puis la finance de l'autre. Tant qu'on n'a pas, et il a totalement raison, depuis quand l'économie n'est pas sociale? Une politique économique à l'endroit des ménages, des impôts, etc., ça traduit une ambition sociale. Et l'économie doit être sociale. On l'a oublié, il fait bien de le rappeler. Et l'idée, j'entends ça, moi je bois ces paroles, bien évidemment, mais là on a une date historique, la Covid. C'est-à-dire qu'on se dit, mais on a tous failli mourir. Memento mori, souviens-toi que tu es un mortel. Et on se dit, ah oui, il faut peut-être investir dans le durable. Et il y a cette prise de conscience extrêmement forte que le tout profit, ça ne fonctionnera pas. Alors maintenant, c'est les mécanismes à mettre en place aujourd'hui pour aider cette économie à trouver son rythme de croisière. Quand on parle de relocalisation, quand on parle de circuit court, eh bien c'est pas aussi facile que ça. Je paye pour voir. C'est-à-dire que dans mes entreprises, il y a 10 ans, on décide d'être HQE, haute qualité environnementale. Très bien, c'est très beau, ça fait les plateaux télé, ça fait quelques articles de presse, mais dans la pratique, comment j'aide un agriculteur à faire cette transition, à aller chercher de l'argent dont on a besoin, mais pas de l'argent avec des paybacks à 3 ans, des paybacks à 10 ans. Aujourd'hui, la transition dans l'agriculture, c'est entre 10 et 15 ans. Un projet dans l'agriculture, c'est entre 10 et 15 ans. Comment on relocalise tout ça? Et c'est là où ce chantier est intéressant, c'est que là, nous avons un chantier qui doit se mettre en place et on doit accélérer tous ces mécanismes financiers
pour accompagner cette transformation. Et c'est ce qui m'intéresse dans l'économie sociale, c'est qu'aujourd'hui, je la trouve proactive et surtout qu'elle prend des individus, elle les rend solitaires, mais solidaires. Solidaires de ce projet et de façon planétaire. C'est ça l'intérêt de l'économie sociale, sinon on va s'entretuer. C'est ce que me disait un chef d'entreprise un jour. Ce qui est très intéressant, je prends les 2 points et je vais vite, c'est incontestablement la crise révèle le sens. D'abord, on se rappelle un peu Shakespeare, Crimein, dans toutes les tragédies, c'est le moment de la décision. En crise, et c'est l'origine même du mot, tu dois décider, prendre une décision. Oui, nous avons devant nous des choix. Allons-nous repartir exactement comme avant? Allons-nous repartir en avant mais différemment? Et les questions qui vont se poser, c'est exactement celles que vous venez de mentionner. Et je fais attention à une chose, c'est attention au procès en facilité. Il faut mettre les mains dedans. Et c'est intéressant d'écouter Thierry Marx sur vraiment, par exemple, la transition en faveur d'une alimentation plus durable. Moi, j'étais au Parlement encore la semaine passée sur le projet de loi climat et résilience. Parfois, je suis frappé de voir comme on m'intime à décréter le changement. Mais le changement, il n'y a pas de bouton. Moi, je n'ai pas le bouton pour changer l'agriculture française du jour au lendemain en respect des agriculteurs. Il n'y a pas le bouton pour changer des pratiques industrielles depuis 25 ans, parfois dans des industries qui sont très carbonées. Et une chose qui me frappe dans le débat, notamment à l'endroit des jeunes avec qui je parle beaucoup de ça, c'est que parfois, et je vais vous dire, le politique est souvent responsable. Donc je prends ma partie, notre parti de politique. Sous couvert de vouloir aller vite, parfois on ne va pas bien. Sous couvert de vouloir aller trop vite et de décréter des transitions qui supposent du temps, et ben en fait on perd du temps. Par démagogie un peu politique, souvent à l'apparition des périodes électorales, vous remarquerez, c'est une étude que je mène depuis quelques années. Et en fait, à vouloir faire très vite, parfois par raison démagogique, on oublie que ça prend du temps, que trouver des alternatives, par exemple un gazole non routier qui équipe nos camions depuis des dizaines d'années, etc., ça ne se fait pas en un an. Et ceux qui disent le contraire racontent des carabistouilles, comme dirait quelqu'un. Et ça, c'est important pour nos jeunes. J'en parlais avec les jeunes de l'ESSEC, notamment il y a peu de temps. Le temps de la transition, le temps pour financer, pour enclencher une transition, c'est pas perdre son temps, c'est un temps nécessaire pour mener à bien vraiment une transition. Demandez à Thierry Marx sur les travaux de recherche que vous menez sur l'alimentation de demain, sur moins d'eau par exemple dans les cultures. Est-ce que c'est en une semaine que vous trouvez les équations ? Alors c'est ça qui est très important, et là je voudrais vous entendre effectivement Thierry Marx, c'est que tous les deux vous utilisez des mots un petit peu différents alors que vous allez dans le même chemin. C'est-à-dire que là on a transition, transformation, chez vous aussi, Olivia Grégoire, mais il y a aussi ce mot qui revient souvent, révolution. C'est-à-dire que là on est dans une période d'accélération à cause de la Covid-19, bien sûr. Tout le monde a pris conscience que le changement, c'était une urgence. Mais quand on révolutionne, est-ce qu'il ne faut pas faire attention aussi à ne pas aller trop vite? C'est-à-dire que là, on parlait tout à l'heure de sanctions. Effectivement, il va falloir en passer par là, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Mais en même temps, qu'est-ce qui peut faire qu'on puisse accélérer, faire changer les mentalités, parce qu'il va y avoir un après-Covid quand même. Donc, il ne faudrait pas qu'on oublie tout ça. Vous êtes au cœur de cette problématique. Oui. Moi, je rebondis sur ce qui a été dit par rapport au monde politique, qui bien souvent part dans l'idéologie, ce qui est compliqué. Finalement, on n'arrive pas à soutenir des idéologies. Et je pense ce qui nous fait avancer, et notamment dans cette économie sociale, c'est trouvons des solutions plutôt que des coupables. Ça fluidifie quand même. Je crois pas à autre chose. On peut opposer des contraires encore pendant des années, le riche, le pauvre, le paysan contre le gens de la ville. Bon, on peut opposer des choses, mais aujourd'hui, il faut trouver des solutions plutôt que des coupables. Donc ça veut dire que oui, la grande distribution n'a peut-être pas été au cœur du sujet pendant quelques années, alors comment elle revient dans le cœur du sujet? L'agroalimentaire, la même chose, etc., etc. Tout le monde prend conscience de cela, et je pense que là, on peut trouver quelques enclenchements qui nous permettent de fluidifier tout ça. Mais tant qu'on cherche à révolutionner, à opposer des contraires, ben, évidemment, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'on n'en fait qu'un sujet électoral, et puis de toute façon, quand on arrive aux affaires, on se rend compte des mécaniques qu'il y a à mettre en place. Et que le changement, ce n'est pas que les gens ont peur du changement, ils ont peur d'être changés dans leurs habitudes. Et c'est normal. On est des êtres humains, donc on a peur d'être changés dans nos habitudes. Par contre, si on nous propose de participer au changement, et que ce changement nous rend plus heureux, mieux dans nos vies, on va y aller. Et je pense par exemple sur l'alimentation.
On peut améliorer un certain nombre de choses, il faut y aller doucement, il faut accompagner le monde agricole, mais il faut aussi accompagner des gens qui sont à l'aide alimentaire. 8 millions de gens sont à l'aide alimentaire en France. Donc ça veut dire que oui, il faut les aider à mieux manger, oui, il faut les instruire là-dessus, il faut en faire des mangeurs plutôt que des consommateurs. Ce qui a abîmé considérablement notre planète, c'est quand même le fait qu'on soit des hyper-consommateurs. À tellement consommer, on s'est consumé. Et la Covid nous donne cette date historique. Donc moi, si je travaille sur l'alimentation aujourd'hui, est-ce que je m'adresse à un consommateur ou est-ce que je m'adresse à un mangeur? Est-ce que le prix est toujours à la valeur du produit ou le prix n'est pas à la valeur du produit? Et quand on remet ça en perspective, énormément de gens, de nos concitoyens, sont capables de l'entendre et se dire « Oui, une baguette de pain à 80 centimes d'euros, ça n'a pas de sens. Une baguette de pain à 1,20 €, ça a du sens. » Et si on aide ces mêmes populations à monter en compétences, donc à s'élever dans un statut social, elles mangeront mieux. C'est là les acteurs de l'économie sociale. Pour moi, l'action de l'économie sociale, elle est là aussi. C'est un cercle vertueux, en fait. C'est un cercle vertueux. La baguette est peut-être plus chère, mais on creuse moins le et trou de la on protège sécurité une sociale, filière, par exemple. on protège une filière agricole. Bah oui, parce que l'alimentation, c'est plaisir, bien-être, santé. C'est la mécanique. Donc une baguette qui a du sens, eh bien, elle protège une filière agricole. Elle protège donc dans la protection des sols, dans la protection des plantes, dans la protection des animaux et dans la protection de la filière agricole. Ensuite, elle protège un artisanat, donc une richesse de l'artisanat, et elle protège le consommateur. C'est bon et ça ne le rend pas malade. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux. Mais si on s'en tient à la thèse du XVIIe siècle en disant trouvons des graines pas chères pour les pauvres, tant qu'ils ont le ventre plein, ils ne se plaignent pas, ça ne fonctionnera plus. Aujourd'hui, il faut aider à ces transitions. Et pour aider à ces transitions, il faut aider à la compétence et à la connaissance. Et c'est la connaissance. Plus on va instruire tôt le mangeur de demain ou le consommateur de demain, dès la petite enfance, eh bien, on aura la planète qu'on a choisie. Et je suis tout à fait d'accord, ce sont des missions sur 10 ou 15 ans. Oui, parce qu'il y a quand même une question de pouvoir d'achat aussi, aujourd'hui, qui existe. Oui, mais on nous fait toujours le coup du pouvoir d'achat. C'est ça qui est... Non, mais on nous fait toujours le coup du pouvoir d'achat en disant « Oui, mais il y en a qui n'ont pas les moyens. » Moi, je milite pour qu'il y ait des gens aient les moyens. Je milite pour la formation professionnelle, pour que... élever des personnes socialement. Moi, ça ne m'intéresse pas de défendre et d'en faire, je dirais, une sémantique ou des rhétoriques de plateau de protéger le prolétariat. Moi, j'entendais ça dans les banlieues dans lesquelles j'étais quand j'étais môme. Ce n'était pas mon sujet. Moi, j'avais envie de devenir aisé. Vous voyez, je n'avais pas envie de rester dans mon extraction sociale. Donc, j'ai été heureux de gens qui m'aident, notamment dans la formation professionnelle, à m'élever socialement. Donc, moi, je milite et notamment dans cette économie sociale, pour faire monter les gens en compétences et qu'ils aient plus de moyens et qu'ils participent, encore une fois, à cette planète que je souhaite avoir dans les années futures. Il y a deux choses que je trouve passionnantes. D'abord, c'est notre ami Churchill disait il faut que tu prennes le changement par la main avant qu'il te prenne à la gorge. La Covid nous a pris à la gorge. Et puis la Covid est pas née sous la botte d'un cheval. Elle est née sur un marché, paraît-il, avec un pangolin. Je ne sais pas si le pangolin est définitivement le responsable. En attendant, c'était bel et bien un marché. Un marché aux animaux, mais un marché. Ça démontre quoi? Ça démontre que... et moi, je ne me suis pas transformée en une écologiste que j'étais pas forcément il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Quand j'avais 20 ans, je n'avais pas la même conscience que les gamins que je croise aujourd'hui de 18 ou 20 ans, qui sont beaucoup plus éclairés que je ne l'étais. Moi, je me suis éclairé avec le temps, avec des gens qui m'ont éclairé, avec des lectures, Mais c'est une évidence aujourd'hui. Soit on s'attelle à ce sujet, soit ce sujet va s'occuper de nous. Voilà. On avait déjà eu des alertes avec des poulets, le H5N1, avant 2010. On a fait comme ça, on a continué comme si de rien n'était, et après le poulet, le pangolin, et après-demain, ce sera plus le pangolin, mais que sais-je... On doit vivre avec. Et aujourd'hui, ça n'est pas anodin. Pardonnez-moi aussi d'en parler en finance, mais c'est important, parce que ça arrive au cerveau des financiers. Ces sujets intègrent le risque. C'est pas rien. Avant de parler de risque client, risque production, risque consommateur, maintenant on parle de risque pandémique, du risque agricole, du risque... C'est une super nouvelle. Ça veut dire que ça y est, on s'est dit, peut-être que notre planète là, qui est autour de nous, il faut peut-être qu'on la considère aussi dans ce qu'elle nous permet ou pas de mener certaines activités. Vous parlez des gens, des ménages, comme on dit. Moi, les entreprises, ça me frappe beaucoup. Les PME, qui font 99% de notre tissu économique, et notamment de notre création d'emplois, et dont la tribune le sait, puisque vous couvrez tous les territoires, c'est la vitalité économique de nos territoires. Au Parlement, il y a eu des débats très intéressants, et même avant, sur il faut obliger, contraindre les entreprises de moins de 50 salariés, ou de 50 salariés, à publier ce qu'on appelle des BGS, bilan de gaz à effet de serre.
Voilà un joli sujet qui démontre le temps nécessaire à la transition. Et ce temps, je veux le dire avec toute l'énergie qui est la mienne, n'est pas lâcheté. Prendre le temps n'est pas être lâche. Prendre le temps, c'est prendre le temps de faire les choses bien. Quand je vois des parlementaires qui parfois me disent « Oui, mais c'est parce que vous manquez de courage. » Moi, je manque de plein d'autres trucs, mais le courage, assez tôt pour d'autres raisons, j'ai eu à l'expérimenter. Qu'est-ce qu'on veut dans ce pays? Est-ce qu'on veut chercher des coupables? GMS, par exemple, grande et moyenne surface, intéressant, ou les PME dont on dit elles sont à la traîne, dans la transition, elles n'ont pas encore pivoté. Moi, tous les vendredis, je prends des trains pour aller dans les territoires. Je vois des PME qui me disent « Madame Grégoire, nous, ça fait des années qu'on a des achats responsables ou qu'on a intégré, on n'est pas à 6% de personnes handicapées, vous voyez, on est à 20%. Nous, toutes nos fournitures viennent d'entreprises adaptées. Nous, on a tous nos salariés qui sont au conseil d'administration, qui participent aux décisions stratégiques. » Et ils me regardent, ils me disent « Vous savez, Madame Grégoire, nous, on fait ça parce qu'on y croit. Parce qu'en fait, ces gens n'ont aucun avantage, qu'il soit fiscal, qu'il soit économique, qu'il soit dans les marchés publics. Ils le font parce que ce sont des patrons, parce que ce sont des entrepreneurs responsables. Et moi, ce que je veux dire, c'est que on cherche souvent des coupables. Ça fait partie de nos défauts, en tout cas de nos habitudes dans notre pays. Quand on veut me contraindre, pour que je contraigne moi-même, les entreprises de 50 salariés à faire un bilan de gaz à effet de serre, qui parfois prenaient le temps d'aller voir ce qu'est un bilan de gaz à effet de serre de scope 3, qu'on demande aux très grandes entreprises. C'est ce qu'on veut contraindre pour certains aux petites entreprises. C'est 400 pages de travail. C'est 5 équivalents temps plein dans les boîtes du CAC 40. Et au moment où je vous parle, 30% des bilans de gaz à effet de serre sont conformes. Le bilan de gaz à effet de serre, c'est l'outil de pilotage qui te permet de piloter ta décarbonation. C'est quoi notre objectif en tant que gouvernement, en tant que collectif? C'est de contraindre par démagogie les boîtes à tous le faire, ce qui fait que je reviendrai dans 2 ans avec plaisir, et que je vous dirai, on a 10% de bilan de gaz à effet de serre conforme, en tapant la tête des PME sous l'eau, ou c'est de dire, il faut qu'on imagine des outils spécifiques pour les PME qui ne sont pas comme les grandes boîtes, un bilan de gaz à effet de serre simplifié, et il faut qu'on accompagne les PME pour qu'on passe de 30% de bilan conforme à 70%. C'est ça, moi, mon objectif. Si je faisais de la démagogie, ce qui est assez répandu, quand même, en politique, je vous l'accorde, c'est beaucoup plus facile d'aller faire passer un amendement qui va taper les entreprises en les contraignant et en vous disant, Monsieur Marc, là, dans votre entreprise de 48 salariés, je vais vous dire, on va se parler comme on se parle vraiment, dans la vraie vie, vous vous démerdez. Mais moi, dans 2 ans, je veux un bilan de gaz à effet de serre. Il se débrouille comment? Alors là, j'ai Thierry Marx, mais moi, l'entrepreneur du fin fond de la Drôme que je vois, comment on l'accompagne? Moi, ce qui m'importe, c'est comment je l'accompagne en tant que gouvernement. Mon job, c'est pas de lui taper la tête sous l'eau et de lui dire tu vas faire ça, même si tu le fais pas conforme, ça c'est démago. Mon sujet, c'est comment je t'accompagne. Est-ce qu'il faut, par exemple, que l'État, est-ce qu'il faut que l'État, au même titre que Julien de Normandie l'a proposé pour les agriculteurs, accompagne financièrement cette transition plus, ça se discute, moi je trouve ça intéressant. Mais ça n'est pas en étant perclus de certitudes et d'obligations qu'on va faire bouger les lignes, et ça n'est pas en partant du postulat qui est une sorte de présumé coupable de nos entrepreneurs. Et ça, je trouve que c'est important parce que les boîtes françaises, quand vous regardez un peu l'Europe et le monde, elles ne sont pas en reste et elles n'ont pas à baisser la tête sur ce qu'elles font en matière de pratiques sociales, pratique environnementale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de progrès à faire. Mais de grâce, on est quand même un bon et un grand pays au plan social, environnemental, de la gouvernance. Encourageons-les, tenons-les par la main, plutôt que de leur sauter à la gorge, comme disait l'autre. Thierry, j'aimerais bien vous entendre, parce que vous êtes un entrepreneur, il ne faut pas l'oublier, vous n'êtes pas uniquement un créateur de saveurs. C'est vrai, et j'entends les propos sur les PME et les ETI, et c'est vrai que bien souvent on n'attend pas les rhétoriques de plateau pour cette mise en conformité. Et je vous donne un exemple qui me concerne, je peux en parler. Donc, il y a 12 ans, on décide d'être HQE, haute qualité environnementale. Très compliqué, effectivement, des dossiers de 400 pages, donc on embauche une personne pour s'occuper de ça. La mise en place a été longue, par moments avec beaucoup d'irritants. Et puis au bout de 8 ans, on s'est aperçu qu'on créait une économie grâce à ce HQE. Notre impact social, notre impact environnemental. Alors on n'était pas, de 10 à 100, on n'était pas pile à 100, on n'était pas tout de suite dans le target, mais on a pu mesurer d'année en année notre impact social et notre impact environnemental. Et puis à un moment donné, évidemment, quand on a su gérer un certain nombre de choses, on a découvert qu'on faisait des économies, et que ces économies, on pouvait les réinjecter en circulaire, comme ça, dans ce HQE. Donc c'est ça où c'est important. Aujourd'hui, je ne croise pas un chef d'entreprise, très honnêtement,
d'une PME ou d'une ETI qui me disent, moi, l'environnement, j'en ai rien à faire. C'est pas le sujet. Moi, le social, j'en ai rien à faire. Parce qu'on a besoin de nos ressources métiers. On a besoin de cette planète. C'est-à-dire que sur cette planète, on voit bien aujourd'hui, on nous dit 9,7 milliards d'individus en 2050 et la Covid nous dit, attendez, peut-être. Hein. Ouais. Je ne suis pas sûr que vous soyez tous là en 2050. Donc, ça veut dire que tout le monde a pris conscience de ça. Et on n'a pas besoin de ces rhétoriques de plateau en permanence ou de grandes leçons à donner parce qu'on serait entrepreneur et qu'on aurait des leçons à recevoir. C'est quand même un biais très fréquent. Mais c'est un biais, effectivement, très Et tu as un peu le fréquent. sentiment, et je le dis d'autant plus que je le vois bien de là où je suis, à avoir un peu le club des bienheureux, Ouais. des 4-5 Ouais. du CAC, qui font tout bien, qui ont Ouais. des équipes pléthoriques pour mener à ça. Et puis la vulgate des entrepreneurs qu'il faut éclairer, voyez-vous. Bien sûr. Moi, j'éclaire personne quand je prends mon train. C'est plutôt eux qui m'éclairent. Et c'est plutôt à nous de réfléchir. Comment on incite, comment on encourage, comment, par exemple... Vous voyez, moi, je suis très clair. Je suis contre l'éco-conditionnalité en crise. Je pense que si on avait mis de l'éco-conditionnalité aux aides publiques, Fonds de solidarité et PGE, les entrepreneurs ne seraient pas allés les chercher. J'ai été entrepreneur, je sais que, même si on a fait une loi de confiance, la confiance... Ça se crée, ça se décrète pas, et quand c'est l'État qui met en place des aides, tu as une espèce de réticence entrepreneuriale de je vais leur demander ça aujourd'hui, mais que vont-ils me demander demain? Bon. C'est pour ça que je pensais pas, et que j'ai pas voté quand j'étais député, en faveur des éco-conditionnalités. Pas parce que je suis contre dans l'absolu, mais parce que relativement à cet instant T, je pense qu'il fallait sauver nos boîtes et nos salariés. Même ceux qui n'ont pas commencé à décarboner. Par contre, je ne suis pas quelqu'un de têtu. Je pense que c'est un sujet qu'il faudra adresser dans les prochaines années. Peut-être un peu à froid, hors crise. L'État, la puissance publique, peut-elle, de façon aveugle, financer, encourager, investir dans certaines activités dont il sera démontré, ou dont il est démontré de plus en plus, qu'elles sont irresponsables, soit au plan social, soit au plan environnemental. À froid, je ne suis pas sûr. Et je pense que ça fait partie des vrais sujets qui sont devant nous. Est-ce que ça veut dire conditionnalité de l'intégralité des aides? Non. Mais je pense qu'il y a certains sujets qu'il va falloir prendre à bras-le-corps, hors crise, parce que l'État que vous financez, que nous finançons, je vous rappelle que le budget de l'État est le budget des impôts, des taxes diverses et variées, des entrepreneurs, des citoyens. Je ne suis pas sûr que si aujourd'hui on demandait aux entrepreneurs, aux citoyens, s'ils sont prêts à investir dans des activités irresponsables, ils seraient d'accord. Et je pense que c'est un beau sujet à venir, mais sans démagogie et sans recherche de coupables. J'aime bien votre... Il n'y a que si on se met ensemble qu'on va y arriver. Il n'y a pas d'un côté les grandes entreprises sympathiques qui font des bons bilans de gaz à effet de serre et les méchants petits industriels du centre de la France. Vous voyez, ça, moi je ne le vis pas du tout comme ça. Et c'est parce que... Ça revient à ce qu'on évoquait sur la croissance en conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous êtes environnementalement responsable et socialement responsable parce que vous avez pris conscience de vos actes et que ça fait partie de l'ADN de votre entreprise, au final, ça rentre dans votre croissance positive. C'est là où la mécanique est intéressante. Si on vient vous contraindre en vous tapant sur la tête, effectivement, là, vous dites, écoutez, ça suffit, je vais entreprendre ailleurs. Mais l'intérêt, c'est que ça rentre dans les mécaniques de compréhension et de croissance de l'entreprise. Sinon, ça ne fonctionne pas. On peut vouloir être social, mais sinon, ça devient une tartufferie. C'est-à-dire qu'on veut être plus social que social, on veut être plus vert que vert. Puis au bout du bout, si votre bilan, votre EBITDA est totalement négatif, vous disparaissez avec l'eau du bain. Ça ne fonctionne pas. Donc il faut que votre impact social et votre impact environnemental soient pas décrétés, mais que ce soit une action que vous menez parce que ça correspond à votre entreprise. Un professeur émérite d'économie me disait « Grégoire, il faut que tu arrêtes de parler de performance extra-financière, parce que c'est vrai que c'est un langage un peu abscon. » Et en fait, il me l'a dit beaucoup plus simplement. Parce que moi, je parlais de valeur ajoutée, de l'entreprise et tout. Il m'a dit « Non, mais arrête avec ces mots-là. » Et donc, je ne le citerai pas, mais je le salue bien bas. C'est au cœur de la compétitivité de nos boîtes dans les années qui viennent. Voilà. C'est pas un enjeu de com, c'est pas un enjeu de marketing. On n'a pas le choix. Je suis bien d'accord. Ah, vous avez le choix. Si vous choisissez de ne pas être compétitif, c'est votre choix. Mais la disparition... Oui, mais le monde en lui-même... Mais c'est un enjeu de compétitivité. Pourquoi? Parce que le triptyque consommateur, et on en est tous ici, on regarde, je regarde. Moi, avec cette appli qu'on a pour beaucoup, j'ai scanné ma pharmacie. Je ne mets plus les mêmes crèmes sur mon visage. Mon médecin m'a parlé des perturbateurs endocriniens. Tout ça n'est pas un mythe. Donc,
les consommateurs qui veulent savoir traçabilité, d'où ça vient, qui a produit, comment c'est produit. Deuxièmement, les salariés, 70% des gamins de 20 ans, et ça fait pas 1 an, ça fait pas 2 ans, ça fait 6-7 ans que ce chiffre ne bouge pas. 7 étudiants sur 10 refusent d'aller bosser dans des boîtes qu'ils considèrent comme irresponsables. Les cabinets d'avocats, c'est l'enfer pour aller recruter, ils n'arrivent pas à recruter de haut potentiel, et peu importe la rémunération. Et merci à cette génération qui place le sens bien souvent avant la rémunération. Ça va faire bouger les choses. Et puis on en termine, on en a parlé, les investisseurs. Quand les consommateurs, les salariés et les investisseurs convergent sur un bazar, moi j'ai le sentiment que ce bazar a de l'avenir. On est dans l'ère du changement, on est dans l'ère de l'engagement. Je voudrais qu'on termine, parce que l'émission touche à sa fin, sur une temporalité, puisque tous les deux, vous êtes bien d'accord sur le fait que le changement, il est maintenant et puis c'est en train de s'accélérer, mais en même temps, il y a aussi cette obligation, je dirais, de prendre aussi le temps, c'est-à-dire n'allons pas trop vite. On a été dans la dictature de la vitesse pendant des décennies, surconsommé, on allait plus vite, c'était même plus on allait vite, mieux c'était en réalité, voilà. Et aujourd'hui, on est stop, ralentissons, mais en même temps, c'est pas parce qu'on ralentit que le changement ne veut pas se faire. Donc je voudrais chacun vous dire un petit mot de la fin pour nous dire que bien évidemment, c'est ce qu'on a dit tout au long de l'émission, que le changement était en route, mais n'allons pas trop vite, ne refaisons pas les mêmes erreurs, c'est ça aussi la résilience. Merci. Mais non, moi je ne suis pas fan de parler toujours de changement, parce qu'il y a un côté anxiogène dans le changement, comme je l'évoquais, et les gens ont peur d'être changés dans ce changement. Je pense qu'il y a, je dirais, la transition. Il faut aller vers cette transition. 2050, c'est demain. Un business model dans l'agriculture, c'est pas moins de 10 ans. C'est pas une start-up. L'alimentation, c'est pas une start-up. Il faut construire durablement. Et effectivement, on a connu le slow food, on va connaître le slow travel aussi dans mon métier. On va prendre plus de temps pour voyager, on restera plus longtemps sur site, donc c'est des nouveaux business qui s'installent avec beaucoup plus de durabilité. Donc moi je milite pour cette transition sur le durable, c'est-à-dire qu'effectivement n'accélérons pas trop, donnons la chance de réussir cette transition, qu'elle soit agricole, qu'elle soit liée à l'alimentation, et puis à nos comportements. Et je termine mon propos sur ce que j'ai évoqué au début, c'est prenons conscience. La croissance en conscience, c'est pas une idée cheveux gras et pâte au gaz, c'est juste un peu de bon sens pour se dire la cash machine, ça marchera pas parce qu'on risque de s'entretuer. Si ce n'est pas un Covid qui nous tue, on risquera de s'entretuer. Plus on va laisser de gens sur le bas-côté, plus on ne leur donnera pas de projet d'épanouissement, parce qu'un humain qui réussit, c'est un humain qui s'épanouit heureux. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui devient patron du 440. C'est quelqu'un qui a envie d'avoir une vie épanouie, de pouvoir épanouir aussi la vie de ses enfants. Donc c'est durable, donc il faut accompagner cette transition finalement de façon intelligente, et que nous aussi, citoyens, nous acceptions de dire mettons de la confiance dans nos modes de consommation, élevons-nous un petit peu, et je pense qu'on a une bonne chance de réussir une trajectoire jusqu'à 2050 qui sera intéressante. Trajectoire partagée, Olivier Grégoire ? Trajectoire partagée et passionnante, parce que dépourvue de démagogie et d'idéologie, et par le truchement de la pratique, moi c'est ce qui me marque dans votre parcours. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut être assez pragmatique dans cette transition. Ce qui m'a beaucoup frappé en politique depuis quelques années, c'est parfois, comme, et je vous l'ai dit rapidement, sous couvert de vouloir donner le sentiment qu'on va vite, on va mal, on se plante, et en fait, peu importe le résultat politique, moi, ce que je vois, c'est qu'on perd du temps sur le sujet. J'ai plein d'exemples comme ça, où on a légiféré, par exemple, en 2016, je ne rentrerai pas trop dedans, mais on s'est rendu compte en se réveillant un matin qu'en 2019, rien n'avait changé, et donc on a relégiféré en 2020, et donc on se retrouve en rendez-vous en 2023 ou 2024, total et bénéfice, un truc qui aurait dû être résolu en 2019 ne le sera pas avant 2024. C'est exactement ce à quoi, à mon avis, il faut être vigilant. Attention à l'instrumentalisation de la transition écologique et sociale. Apprenons de nos erreurs. Moi, j'étais au Parlement, en hémicycle, quand j'ai vu le Premier ministre Édouard Philippe arrêter la taxe carbone. Il y a ceux qui l'ont vu, qui l'ont vécu, il y a ceux qui étaient contre. Moi, je l'ai vu, j'ai tiré une leçon. La transition écologique qui n'est pas socialement acceptable, elle est condamnée d'avance. Et je serai contre. On ne va pas nous refaire une transition écologique à deux vitesses.
quand j'entends, vous parliez du prix il y a 2 minutes, quand j'entends ce que j'entends parfois sur les véhicules diesel ou sur les habitations non rénovées, j'en reviens au bilan de gaz à effet de serre pour les PME, c'est pas en tapant sur la tête des plus fragiles d'entre nous, qui ont, et on parle souvent d'injustice sociale, mais elle est là l'injustice sociale, quand des gens à Paris, et je suis député de Paris à la base, donc j'assume mes propos sur l'ESS qui n'est pas un truc de parisien, même s'il y a aussi l'ESS à Paris, mais c'est une économie des territoires, et j'adore Paris, j'y suis né et j'en suis élu. Mais ce qu'il y a de vrai, c'est que ça n'est pas depuis Paris que sur l'ensemble de ces sujets, on va légiférer. Il faut aussi prendre la mesure de ce que nous disent les agriculteurs, les chercheurs, tous ceux qui pratiquent. Il y a une chose qui me semble importante, c'est d'être un peu dans un circuit, pour moi. C'est un chemin. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est... Alors, c'est peut-être pas sexy, parce que c'est pas le grand soir, la grande révolution, où un grand coup de par terre, tabula rasa, machin. Je crois assez peu au grand soir, j'y ai jamais cru. Et le peu de ceux que j'ai vus, je ne suis pas sûr d'avoir eu envie d'y être. Mais je crois qu'il faut se donner des objectifs et vérifier. Objectif à 3 ans sur un sujet et faire ce qu'on appelle au Parlement des clauses de revoyure. Et on se donne rendez-vous tous les 6 mois, juste pour vérifier qu'on est sur le bon chemin. Auquel cas, on réoriente. Ah, on est en retard, on n'est pas sur le bon chemin. On reprend. Et moi, ce que j'aime bien, par exemple, dans le texte Climat et résilience, qu'on peut critiquer, etc., mais le plus intéressant, en vrai, c'est pas le grand chapeau Climat et résilience, c'est les sous-titres. C'est se déplacer, se loger, se nourrir, consommer, produire. C'est quoi? C'est le quotidien. Comment on scande le quotidien sans forcer les gens, mais en créant des conditions pour que ça change. 2024, par exemple, pour la restauration collective, 50% de produits durables. 2024, on est en 21, on a 3 ans pour se revoir tous les 3 mois, tous les 6 mois pour faire le point avec les filières. On n'y arrivera pas contre les filières. Vous ne changez pas les gens contre leur avis. Vous changez avec. Ça ne sert à rien de taper la tête de filières, que ce soit l'agroalimentaire, les industriels. Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de procès dans cette affaire. Il n'y a pas de coupable, il faut qu'on accompagne. Et donc, pour moi, sur les différents sujets que j'ai cités, ce que je trouve intéressant, c'est de se fixer des objectifs avec aussi les scientifiques, parce que le politique n'est pas omniscient, quitte à en décevoir certains. Parfois, il faut, quand je prends le GNR, gazole non routier, au plan de la recherche, il y a 7-8 ans de R&D. Dire aux Français, en 2024, j'appuie sur un bouton et il n'y a plus de GNR, c'est mentir. Moi, je ne me suis pas engagé, puisqu'on parle d'engagement, pour mentir. Je me suis engagé pour essayer modestement de faire. Donc je crois qu'il y a un truc qu'il faut déconstruire. C'est l'espèce de grand soir. Alors je vais décevoir les jeunes qui nous écoutent, parce qu'on a envie de grand soir quand on est jeune, et qu'on ne peut pas faire la fête en plus. Je pense qu'on en a encore plus envie. Mais Barbara Pompili le dit souvent, il y a ce mot de transition. Gageons qu'on aille peut-être moins vite, mais gageons aussi qu'on soit moins brutaux. Gageons qu'on ait moins de recherche de boucs émissaires, de coupables. Il faut qu'on scande, on est en 21, et moi je trouve intéressant de scander par exemple jusqu'en 2030. Comment tu fais bouger les voitures, comment tu fais bouger les avions, comment tu fais bouger l'alimentation, comment tu fais bouger l'industrie. Et dans le doute, parce que le doute n'est pas douteux et parfois salvateur, interpeller les politiques pour qu'il y ait des clauses de revoyure et que tous les 3 ou 6 mois, on fasse des points pour dire là on en est là, là on en est là, là on en est là, et là on est dans le bon chemin. Pour pouvoir réorienter le bazar et pas se rendre compte au bout de 3 ans ou 5 ans qu'on s'est planté dans l'alternative. Mais je suis un peu inquiète sur certains points, et notamment en vue des prochaines échéances, de cette instrumentalisation du sujet et du fait qu'on fasse un peu, parfois, prendre des vessies pour des lanternes à nos concitoyens. Vous voyez, par exemple, sur la comptabilité extra-financière, souvent je dis qu'il a fallu 3 siècles pour bâtir notre comptabilité analytique. Et souvent, on me dit 3 ans pour bâtir la comptabilité de demain, c'est beaucoup. Je rappelle à ceux qui nous écoutent, et pardonnez mes références à l'histoire, mais moi je regarde le passé pour éclairer l'avenir. Les mouvements qui avaient érigé la vitesse en dogme ont fini dans le mur. Et je ne les citerai pas, mais ils sont dans les années 30. Moi, la vitesse n'est pas mon Dieu. L'applicabilité des mesures, c'est plus ma boussole. Et il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et attention à ceux qui se serviront de ces sujets en faisant croire qu'en appuyant sur un bouton dont je ne sais pas où il est, on change le monde en préservant la justice sociale. Préserver le monde en
Changer le monde en préservant la justice sociale. Alors, on préserve la planète, on change le monde et on préserve la justice sociale. Pour le mot de la fin, c'est plutôt pas mal. Thierry, ça me fait penser à tout ce qu'on s'est dit au cerveau collectif que vous aviez lancé il y a quelques années. Eh bien, on est en plein cœur sur ce sujet. Je suis ravie de vous avoir accueilli pour cette première émission parce que il y avait un très beau débat sur l'engagement, ce qu'est l'engagement aujourd'hui, hein, chacun à votre façon, s'engager et agir. L'occasion pour moi de vous rappeler la sortie demain de la revue T, consacrée à l'engagement, de vous annoncer également que dès demain, vous pourrez retrouver sur latribune.fr notre mois de l'engagement que nous lançons et vous pourrez retrouver tout un dossier éditorial qui est consacré à la RSE, la loi Pacte, les entreprises à mission, tout ça pendant un mois où je vous donne rendez-vous également le 20 mai à la Maison de la Radio pour notre grand événement consacré à l'engagement, encore une fois, qui s'appelle Partageons l'économie. Rendez-vous le 20 mai à la Maison de la Radio. À bientôt.